Des autres se succèdent. Le beau-père du juge, Jean-Pierre Maréchal, affirme avoir été l'objet d'une manipulation. Il a été, vous le savez, mis en examen pour extorsion de fonds et trafic d'influence. Menacé de dessaisissement, le magistrat devrait finalement conserver la maîtrise de l'enquête. François Mitterrand, en tout cas, a envoyé aujourd'hui une lettre au Conseil supérieur de la magistrature pour lui demander d'apprécier tous les éléments de l'affaire. Le rappel des faits avec Pierre Baretti. Jean-Pierre Maréchal, le beau-père du juge Alphen, psychiatre de renom, habitant ici avenue Foch à Paris, a-t-il été un maître chanteur tentant de soutirer 1 million de francs à Didier Schuller, conseiller général RPR de Clichy, ou bien a-t-il été victime d'une manipulation? Le docteur Maréchal, exerçant à l'hôpital américain de Neuilly, affirme dans les colonnes du Parisien aujourd'hui qu'il a été piégé. À son retour des Antilles, à Roissy, il aurait trouvé Didier Schuller qui lui aurait remis une boîte à cigares contenant de l'argent. C'est là que les policiers auraient brusquement surgi, c'est tout. Après ces révélations, Didier Schuller contre-attaque à son tour. Je dis que le manipulateur, c'est lui, et que je crains effectivement qu'il ait eu la tentation de manipuler son gendre, en tout cas par le biais de sa fille ou directement. C'est lui le manipulateur, c'est d'ailleurs lui qui est mis en examen et c'est lui qui a pris 1 million de francs. Pour Jacques Franquet, directeur de la PJ, c'est un dossier réglé et sans ombre. Pendant ce temps, au palais de justice de Créteil, Éric Alphen continue à travailler. Cet après-midi, le juge a assuré une permanence. Le dossier des fausses factures va donc marquer une pause après 8 mois d'enquête et 15 mises en examen. Le juge Alphen n'est pas dessaisi du dossier. Silencieux, il laisse les autres syndicats de magistrats commenter son dossier. Qui gère cette affaire et comment la gère-t-on? J'avoue que j'ai toujours pas compris. Effectivement, hier, le garde des Sceaux disait qu'il ne donnerait pas d'instruction. C'est le procureur général de Paris qui ferait ce qu'il avait envie de faire. Et ce matin, le procureur général de Paris dit que non, il n'a pas l'intention de faire dessaisir Éric Alphen. Le garde des Sceaux dirait aujourd'hui qu'il n'est pas non plus question de dessaisissement. Tout ça est très confus et donne l'impression qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion, hein. Le débat judiciaire devient donc politique et le gouvernement n'est pas épargné par des critiques de plus en plus acerbes. Pour certains hommes politiques, un magistrat, un peu par définition, c'est une espèce de gêneur et on est prêt à tout faire pour l'empêcher de gêner. Eh bien nous, on est là pour gêner ceux qui veulent empêcher les magistrats de faire leur travail. Après Renaud Van Ruynbeck et Philippe Courroy, Éric Alphen est donc le magistrat au cœur des affaires, traqué et pourchassé par les photographes. L'initiative prise par le chef de l'État est exceptionnelle. François Mitterrand marque clairement sa volonté de rentrer dans le jeu politique et judiciaire et montre qu'il s'intéresse de près à une affaire qui pourrait toucher le parti au pouvoir. Sa décision donc de convoquer le Conseil supérieur de la magistrature suscite déjà de nombreuses réactions recueillies par Laure Debreuil et Gauthier Ribinski. Il faut là aussi dénoncer ce qui est une manipulation dont le président de la République, qui était expert en manipulation comme en pression sur la justice, qu'il a lui-même avoué, eh bien il faut dénoncer cette manipulation et cette pression sur la justice. C'est évidemment dans le cadre d'un combat politique dont le président de la République est coutumier. La meilleure preuve que le gouvernement pourrait donner de sa volonté de laisser libre cours à la justice serait précisément de donner des instructions à son parquet général, pour qu'il n'y ait pas de procédure de dessaisissement entamée contre le juge Alphen. Ce serait la meilleure façon de prouver la bonne foi des membres du gouvernement, du Premier ministre et du garde des Sceaux. Je m'interdis de porter un jugement de valeur. Il y a une stricte séparation des pouvoirs dans ce pays entre le législatif et le judiciaire. C'est très bien comme cela. Et je ne prendrai pas plus position sur cette affaire que je ne l'ai fait sur d'autres, quelle qu'en soit la nature. Tout le monde sait que l'avis du Conseil supérieur de la magistrature n'est que consultatif. Par conséquent, rien n'est réglé. Je crois que l'opinion publique doit se manifester. C'est ce que demande le Parti communiste pour qu'on empêche de noyer cette affaire et qu'on cherche la vérité. Comme disait Jaurès, il faut chercher la vérité et la dire et en tirer toutes les conséquences. Alors, le fait nouveau de la journée dans cette affaire est que le procureur général de Paris n'envisage plus de demander à la Cour de cassation le dessaisissement du juge Alphen. C'est une information, Jean-Pierre Berthet, que vous nous donniez dès 13h. Qu'est-ce qu'elle signifie exactement ? D'abord, je tiens cette information claire du procureur général en personne. Je crois que ça, c'est important de le dire. Jean-François Burgelin estime qu'il est urgent d'attendre. Le haut magistrat considère que l'initiative du président de la République d'en appeler au Conseil supérieur de la magistrature a changé la donne.
Selon M. Burgelin, le respect dû à l'institution judiciaire suprême, c'est-à-dire le CSM, a suspendu, gelé toute initiative du parquet en direction du juge Alphen. Je crois que c'est clair et cela signifie que la prochaine étape de ce qu'il est convenu, l'affaire Alphen, sera vraisemblablement la convocation du Conseil supérieur de la magistrature et son avis sur la situation du juge. En tout cas, pour le moment, donc, le juge continue de s'occuper de ce dossier. Absolument, encore qu'il est sur le point de partir en vacances pour Noël et le jour de l'an, comme beaucoup de monde. Mais pour la suite, je crois qu'il y a un scénario possible et qu'il est permis d'en parler dès ce soir, car l'idée fait son chemin chez les juristes. Le juge Alphen poursuivrait son instruction sur le dossier des fausses factures d'Île-de-France, à l'exception des faits concernant le conseiller général Schuller. Ces faits seraient confiés à un deuxième juge d'instruction. Voilà, c'est une simple hypothèse de travail, une hypothèse d'école, mais qui, avouez-le, aurait toutes les apparences d'un compromis. Merci beaucoup Jean-Pierre pour toutes ces explications et l'information donc que vous nous donniez dès 13h. Le problème des plus démunis à Paris a suscité, vous le savez, la colère de l'abbé Pierre qui s'en est pris aux autorités de la capitale. En réponse, Jacques Chirac a annoncé aujourd'hui qu'il avait obtenu la mise à disposition de 200 logements vides appartenant généralement à de grands groupes financiers. Ces immeubles seront remis en état s'il le faut et puis proposés au SDF pour des loyers modiques. Laurent Delsol. Jacques Chirac peut sourire. Trouver 200 logements vacants en 48 heures est une petite victoire. Surtout que ces appartements ne sont pas réquisitionnés, mais mis à disposition par les différents groupes bancaires et d'assurances réunis mercredi dernier par Jean Tibéry, premier adjoint à la mairie de Paris. Des conventions vont être passées immeuble par immeuble entre la ville de Paris et ses institutions. Pour ce qui concerne la remise en état, dans la mesure où elle est nécessaire, s'agissant du paiement des loyers, la ville de Paris a décidé de participer. Les heureux bénéficiaires seront choisis par les associations caritatives reçues ce matin à la mairie. Il leur est demandé de présenter des familles parisiennes et déjà candidates à un logement. Il ne s'agira donc pas véritablement de sans-abri, mais plutôt de personnes déjà engagées dans un processus d'insertion. C'est l'assurance que les gens que nous allons prendre en charge maintenant ne seront pas à nouveau expulsés. Le maire de Paris a ajouté qu'il allait proposer au préfet, et donc au gouvernement, la réquisition de 3 immeubles significatifs de certains abus. En tout, 75 logements. Le gouvernement m'a fait savoir que dans la mesure où nous maintiendrions les choses dans des limites raisonnables, il accepterait de réquisitionner. Ce soir, les squatteurs de la rue du Dragon sont déçus, car leur immeuble ne fait pas partie des logements réquisitionnables. Seul petit cadeau de Noël réconfortant, la Cogedim, propriétaire du bâtiment, vient de déclarer qu'elle prend en charge l'évaluation des travaux nécessaires pour assurer la sécurité des personnes. Philippe Séguin a indiqué qu'il soutenait tout à fait l'initiative de Jacques Chirac qui prévoit donc la réquisition des logements pour les sans-abri. Et puis toujours à propos de Jacques Chirac, sachez que plus de 1000 élus d'Île-de-France ont décidé d'adhérer au mouvement pour la candidature de Jacques Chirac. Ces élus sont bien sûr des députés, des sénateurs, des députés européens ou des conseillers régionaux, conseillers généraux également. Dans la plupart des grandes villes, la situation des sans-abri est particulièrement précaire, surtout avec l'arrivée de l'hiver. Plusieurs SDF, vous le savez, sont morts de froid ces jours derniers, notamment à Marseille, où la municipalité a décidé de mettre à la disposition des plus pauvres près de 700 lits. Plusieurs lieux d'hébergement ont ainsi été ouverts, et cela jusqu'au 30 avril prochain. Jean-Louis Bacule. Je vais vous amener au chaud. Non, je laisse ça. Je sais pas, vous voulez rester là. Scène de la vie quotidienne à Marseille depuis le début de l'hiver. D'un côté, les services de secours ou de prévention chargés de proposer des structures d'accueil. De l'autre, les sans-domicile fixe. Dans la plupart des cas, ce sont les voisins qui donnent l'alerte quand ils estiment que la santé des SDF est en danger. Certains, pourtant, refusent catégoriquement les foyers ou les centres d'accueil. Je ne pars pas, je suis bien là, pourquoi ? Je suis très très bien. Je fais du mal à personne, rien du tout. J'aime bien le trottoir, j'aime bien le ciel comme toi. Non, je reste dans la rue, monsieur. Parce que à l'accueil, c'est toujours complet. Complet, un leitmotiv qui revient sans cesse. Et pourtant, Marseille dispose de structures. L'Armée du Salut, l'unité d'hébergement d'urgence ou le foyer de nuit Saint-Jean-de-Dieu. Là, pour une somme symbolique, on trouve de quoi subsister. Il y a quand même un repas valable ici, pour 3 francs, tout ça, puis un petit déjeuner.
c'est valable. Il y a des douches, on peut se laver, on peut donner le linge. Mais hier, la mort de 2 SDF a relancé la polémique sur l'insuffisance des moyens. À la mairie de Marseille, pourtant, on affirme qu'on fait le maximum. Quand on cumule la totalité des places qui sont offertes par les associations, par nous-mêmes et l'ensemble des structures, on est à même pratiquement de répondre. Hier soir encore, nous n'avions qu'une centaine de personnes au centre sur 220 places offertes. Argument contesté par Droit au logement. L'association a déposé plainte pour non-assistance à personne en danger. Elle exige des mesures d'urgence. Il y a des tas de dispositifs prévus, il y a des logements vacants, il y a des possibilités. Rien n'est fait à la hauteur des besoins et donc plainte est déposée pour non-assistance à personne en danger. Et en attendant, les sans-domicile fixe qui ne trouveront pas de place dans les foyers s'apprêtent à passer une nouvelle nuit dans la rue. Les Algériens vont avoir plus de mal que par le passé à entrer et séjourner en France. Ainsi en a décidé un décret du 20 décembre dernier. La France et l'Algérie négociaient depuis 2 ans une révision de la législation pour l'adapter aux accords de Schengen. C'est donc chose faite. Un coup de frein est ainsi donné à l'immigration maghrébine. Explication, Perrine Ledan, Henri Aderscheid. C'en est fini du régime d'exception pour les ressortissants algériens. Jusqu'à il y a 3 jours, un visa de tourisme valable 3 mois suffisait pour prolonger son séjour et résider en France. Désormais, les Algériens devront, comme tous les étrangers non européens, obtenir un visa de long séjour. Pour obtenir un visa, une attestation d'accueil suffisait. Désormais, il leur faudra un certificat d'hébergement contresigné par la mairie. Or, celle-ci peut exiger une enquête, voire même refuser de signer ce certificat. Et dans la communauté algérienne à Paris, ces modifications sont plus ou moins bien acceptées. Elles rendent pourtant plus difficile l'obtention d'un visa. Je comprends cette situation-là et je l'approuve par le fait qu'avec ce qui se déroule en Algérie, il n'est pas fait pour faciliter les choses. Pour les fêtes, là, ils ne peuvent pas venir d'habitude, ils viennent beaucoup, là, ils ne viennent plus. Parce que les visas, si vous le faites au mois de juin, vous l'aurez peut-être le mois de décembre, là, les vacances sont finies. La question du visa, vu que les ambassades ils étaient fermées, les consulats en Algérie, maintenant il faut écrire un nom pour avoir un visa. Donc c'est difficile. C'est difficile de venir, mais enfin, si c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Selon le Quai d'Orsay, il ne s'agit que d'une réforme administrative. Elle concerne cependant les 730 000 Algériens qui ont demandé un visa cette année. Une réforme qui met un terme aux liens particuliers entre la France et l'Algérie. C'est la fin d'un symbole. C'est aussi un coup dur pour les Algériens dont les vies sont menacées dans leur pays et qui comptaient justement sur ces accords particuliers pour trouver refuge en France. Cette femme se bat depuis plus de 4 ans pour retrouver ses 2 enfants, aujourd'hui retenus en Égypte. Depuis son divorce, le père de nationalité égyptienne refuse de rendre sa progéniture. La mère n'a plus qu'un espoir désormais que la justice en Égypte veuille bien prochainement, la semaine prochaine, trancher en sa faveur. Marion Gauthier et Bernard Guerny ont recueilli son témoignage. Isis a grandi sans ses 2 frères. Depuis bientôt 5 ans, en effet, sa maman, Laurence Descormier, attend que lui soient restitués 2 de ses 3 enfants, Loïc et Alexandre, 4 et 5 ans, au moment des faits. En avril 90, j'étais en instance de divorce à l'amiable avec donc mon ex-mari, lorsque, à l'occasion d'une visite à son domicile, il les a enlevés vers le territoire égyptien. En janvier 91, la garde des 2 enfants est confiée à Laurence. Pourtant, le jugement français, reconnu par la justice égyptienne, n'est pas appliqué. Elle ne va voir ses fils qu'une seule et unique fois, lors d'un voyage dans la belle famille, 1 an plus tard. Le père en visite en France, arrêté, est condamné pour non-présentation d'enfants. Alors qu'il est aujourd'hui toujours incarcéré à la maison d'arrêt de Grasse, Laurence reste sans aucune nouvelle de Loïc et Alexandre. C'est très dur. Dans quelques jours, c'est Noël et ça va être le 5e Noël sans mes enfants. Isis grandit sans eux grandissent sans elle, sans leur maman, sans leur père aussi depuis 2 ans et demi. C'est une situation aberrante. Pour les enfants qui n'ont pas de parents, on dit orphelin. Pour une maman qui n'a pas ses enfants, il n'y a pas de mots. De voyage en convocation, les parents de Laurence sont à ses côtés dans les dédales de la procédure. Un tribunal local se saisit du dossier. La belle famille enfin fait appel du jugement français et invoque des principes religieux. La décision aujourd'hui, elle est entre les mains de la justice égyptienne.
si l'État égyptien veut être crédible au niveau international, il doit appliquer les engagements et les conventions qu'il a signées. Réponse aujourd'hui de l'ambassadeur d'Égypte en France que Laurence et son père sont venus rencontrer à Paris. Nous ne retenons pas les enfants, ce n'est pas le gouvernement égyptien. C'est un litige entre vous et votre ex-mari. Le 28 décembre prochain, le tribunal égyptien de Banaa doit à nouveau se prononcer et par là même permettre ou non la restitution des enfants. Plusieurs centaines de personnes sont rassemblées en ce moment depuis 18h sur le parvis de Notre-Dame pour exprimer leur solidarité avec les victimes de la guerre en Bosnie. Ce sont les responsables des grandes communautés religieuses qui ont appelé à la manifestation. Ils veulent dire non à la barbarie et au débordement nationaliste et agir pour arrêter un drame qui déshonore les démocraties européennes. Il faut dire que sur le terrain, les habitants de Sarajevo s'apprêtent à passer une nuit de Noël dans l'inquiétude et la peur, encore une fois, alors que les tireurs isolés continuent de sévir. Le cessez-le-feu négocié par Jimmy Carter n'a pas pu encore entrer en vigueur. Serbes et Bosniaques se sont entendus finalement pour faire taire les armes demain à 12h. Pour les casques bleus, auxquels François Léotard rendra visite demain, l'attente est longue, notamment pour ces chasseurs alpins qui patrouillent sur le mont Igman au-dessus de Sarajevo et qu'ont rencontré Michel Floquet et Thierry Hackett. Brezovaca, au-dessus de Sarajevo, sur les monts Igman, à environ 1100 mètres d'altitude. Depuis le début du mois d'octobre, une trentaine de soldats français y ont pris leur quartier d'hiver. Il s'agit des chasseurs alpins d'Annecy, engagés pour la première fois en ex-Yougoslavie. Cette année, l'hiver est en retard, mais on a déjà enregistré des températures de moins 16 degrés et l'un des postes est à plus de 2000 mètres d'altitude. L'hiver dernier, les légionnaires déployés dans cette zone avaient dû abandonner nombre de postes devant les rigueurs de l'hiver. Cette fois-ci, le commandement a décidé d'envoyer des troupes de montagne. Non, c'est pas facile. Pour le commun des mortels, c'est difficile, mais bon, pour nous qui subissons en métropole un entraînement spécifique, on est habitué à ces conditions. Ce poste est situé à quelques dizaines de mètres des positions serbes et bosniaques. Les casques bleus l'ont considérablement fortifié. Des tranchées relient les points d'observation, protégés par des sacs de terre et des murs de rondins. Étant donné qu'on est carrément sur la ligne de confrontation, le danger c'est qu'il y ait ce qu'on appelle des dommages collatéraux, c'est qu'on soit pris à partie, plus ou moins volontairement, par les deux belligérants. C'est déjà arrivé ? Ce n'est pas arrivé directement sur le poste, mais parfois ça passe vraiment pas très loin. Les soldats sont ici pour 6 mois. 6 mois sans jamais redescendre, sauf une fois, pour une permission de 3 semaines. L'encadrement est professionnel, les soldats sont des appelés volontaires. Les effets de l'isolement et de la promiscuité doivent être combattus en permanence. Lorsqu'ils ne sont pas en patrouille ou en mission d'observation, les chasseurs alpins passent leur temps à améliorer leurs conditions de vie, ces chalets qu'ils ont faits eux-mêmes et dont la chaleur devient si importante à l'approche des fêtes. Là, on pense plutôt à sa famille, parce que bon, on est assez éloigné. Mais bon, apparemment la famille s'est quand même formée au sein des groupes. Puis ça devrait quand même bien se passer. On pense à la France aussi, à ceux qu'on a laissés là-bas. Normal. Mais on fera la fête ici aussi. La ligne de front est étrangement calme depuis un jour ou deux. Faut-il y voir les premiers effets de la mission Carter, ou bien plus simplement, comme le pensent les chasseurs alpins, les premières conséquences de l'hiver qui s'abat enfin sur les monts Igman. Revenons maintenant sur le drame du Rwanda. Depuis les massacres perpétrés tout au long de l'été dernier, des millions d'enfants sont aujourd'hui orphelins. Les lieux d'accueil ne peuvent plus recevoir les nouveaux venus. Bernard Kouchner s'est encore une fois rendu dans le pays sinistré et il s'est indigné de l'absence de la France et de l'indifférence terrible de la communauté internationale. Reportage d'Isabelle Bayancourt et Gérard Ramirez. Gitarama n'a pas retrouvé le visage de la paix. Tout porte encore les traces de très violents combats. Ici, les massacres furent terribles et au milieu des ruines, des dizaines d'enfants livrés à eux-mêmes que la guerre civile avait jetés sur les routes de l'Exode. Ils sont revenus mais condamnés à leur propre solitude. Kigali n'a pas les moyens de les prendre en charge. Ceux-ci sont en revanche des privilégiés. Il y a quelques semaines, ils étaient encore réfugiés et menacés par les ex-forces gouvernementales. Ces enfants, une centaine, ont pu être regroupés dans ce petit séminaire reconstruit. Un homme, un Français, après 34 ans de prison, s'est mis à leur service. Des dortoirs pour les plus petits. Un centre modèle bien trop étroit pour tous les orphelins affamés de la région. En fait, dans ces collines autour, il y a des problèmes de malnutrition quand même. Oui, beaucoup, oui. Absolument, parce qu'il y a des enfants qui ne mangent pas tous les jours. On a pu distribuer de la nourriture à des gens qui n'en avaient peut-être pas besoin. Alors que d'autres qui sont
plus isolées au milieu des collines, etc., elles n'ont rien touché. Voilà. Mais c'est grâce à l'impulsion de Bernard Kouchner que ce centre a pu exister. Les autorités de Kigali ne veulent plus à présent rester à l'écart des initiatives étrangères. Elles entendent elles-mêmes et fermement faire le choix de leurs alliances. Monsieur Kouchner s'était battu pour le Rwanda, notamment au moment où il y avait le génocide. J'avais bien suivi les informations. Pour l'heure, c'est dans l'urgence que veulent s'inscrire surtout les opérations de solidarité. Je ne comprends pas la politique de la France. Je ne comprends pas la politique qui consiste à dire que le gouvernement de ceux qui ont été assassinés doit gouverner avec les assassins. C'est pas vrai. Il faut la réconciliation nationale. Mais ne soyons pas trop exigeants. Car derrière ces sourires timides et occasionnels, les gamins n'oublient pas qu'ils ont simultanément côtoyé l'horreur et perdu leurs proches. La guerre a séparé de leurs parents 150 000 enfants, orphelins ou abandonnés dans la débâcle, des enfants tous fragilisés. En France, une grande opération a été lancée par le professeur Cabrol en faveur des dons d'organes. Vous le savez, de nombreux malades attendent d'être greffés et les Français sont de plus en plus réticents à livrer leur corps à la médecine après leur mort. D'où la situation de ce patient qui vit toujours avec un cœur artificiel et qui attend d'être opéré. Pierre Ali. Pour Noël, vous êtes dans votre famille. Mohamed a le sourire. Après 2 mois d'hôpital, il est venu déjeuner au restaurant avec sa fiancée Marie et son chirurgien, le professeur Loisance. Ce que personne ne devine, c'est que Mohamed porte un cœur artificiel, plus exactement une pompe d'assistance ventriculaire implantée dans l'abdomen, alimentée par une batterie portable et qui joue le même rôle qu'une greffe cardiaque. Il y avait 2 problèmes. La première, c'est qu'il était en très mauvaise condition et la transplantation était à risque. Puis le deuxième problème, qui me paraît encore plus important, c'est qu'il n'y avait pas de greffon disponible. Donc l'alternative à la mise en place de ce système, c'était le décès. Je l'ai vu vraiment mal la veille de l'opération, quoi. Moi j'ai téléphoné, on m'a dit c'est encore pire. J'ai dit ça peut pas être pire. Et comme je le vois maintenant, j'aurais jamais cru que ça pouvait se faire. Il y a une poche à l'intérieur et c'est avec un système d'aimant. Ça claque comme ça et ça remplace mes 2 ventricules. Ils étaient très abîmés. La voilà, cette pompe qui fait tout le travail du cœur et qui a permis à plus de 60 malades dans le monde de survivre. Le cœur artificiel se trouve exactement ici, entre mes doigts là. Vous voyez l'arrivée de câble là? C'est l'alimentation exactement, avec les batteries. Il a pu récupérer de la situation dramatique dans laquelle il était, ce qui lui permet d'attendre dans de bonnes conditions. Et maintenant, il va pouvoir être opéré dans de très bonnes conditions. L'avantage de cette pompe artificielle qui a sauvé Mohamed, c'est de pouvoir attendre la transplantation cardiaque avec un moindre risque. Une solution provisoire, mais provisoire au point de pouvoir durer éventuellement plusieurs années sans inquiéter les médecins. Un sujet plus léger maintenant. Depuis quelques jours, les vacanciers et surtout les amateurs de glisse peuvent se réjouir. La neige s'est mise à tomber dans les Alpes et dans les Pyrénées. Mais il faut savoir que chaque jour, 3 skieurs sur 1000 se blessent sur les pistes. Il est donc utile de rappeler aux sportifs et surtout aux moins sportifs quelques conseils de prudence. Philippe Morand et Christian Chapelier se sont rendus au Cési pour recueillir l'avis des organisateurs de stations et des moniteurs. Les premières arrivées de la saison ce matin au Cési. Sitôt descendu de voiture, l'envie est trop forte, le soleil, la neige. Il faut chausser les skis au plus vite et partir sur les pistes, le plus souvent sans aucune préparation physique. Le corps souffre, le risque d'accident augmente, d'où l'importance de l'échauffement. Ce qu'on conseille au niveau de l'échauffement, c'est bien échauffer donc les muscles des jambes, mais aussi ne pas oublier les épaules et surtout le haut du corps. Les gens qui font très peu de sport, dès qu'ils ont skié donc à peu près 1 jour, 2 jours, ils ressentent une certaine fatigue physique. Donc il faut faire très attention ces jours-là. Les moniteurs et les médecins conseillent aux amateurs de glisse de boire beaucoup, de bien s'alimenter, de s'équiper en fonction du temps, ne pas oublier les lunettes pour se protéger du soleil. Un skieur bien préparé glissera dans de bonnes conditions, avec souplesse, sans danger pour les autres. À cela s'ajoute le respect des consignes de sécurité, surtout à cette période. Lorsque la neige manque, les skieurs et surfeurs se concentrent sur les quelques pistes ouvertes. Alors, attention au choc. Ce qu'on a remarqué, nous, ces dernières années, c'est une très grande augmentation du nombre des collisions, soit entre skieurs, soit un obstacle. À quoi on attribue ça? Tout simplement au fait que souvent il y a beaucoup de monde sur les pistes, que les gens ne contrôlent pas toujours très bien leurs engins et que la vitesse sur les pistes ces dernières années a augmenté beaucoup.
Des collisions qui touchent de plus en plus les enfants, certaines précautions doivent donc être prises. Les chiffres de la traumatologie du ski chez l'enfant montrent une grande fréquence des accidents crâniens. Je conseille donc aux parents, c'est systématiquement de faire porter le casque aux enfants qui font du ski. Enfin, dernier conseil, respirez à plein poumon, là vous ne risquez rien. Et vous avez jusqu'à demain soir pour effectuer vos derniers achats de Noël. Parmi les cadeaux incontournables, les jeux vidéo. Malgré le regain d'intérêt pour des jouets plus traditionnels, l'électronique est toujours très attendue par les enfants. Depuis 20 ans, elle a fait des progrès spectaculaires. Fabrice Collaro nous retrace l'histoire des loisirs interactifs. Qui aujourd'hui encore a pu oublier ce qui fut le premier appareil interactif à brancher sur son téléviseur? Le Pong était mis sur le marché en 1976 par le futur créateur d'Atari, et voilà l'ère des loisirs interactifs qui commence. 1979, l'Atari 2600 apporte un semblant de couleur, avec par exemple Space Invaders, un jeu qui restera dans les annales. Pendant ce temps, les Japonais ne chôment pas car Nintendo lance en 1978 Mario et Donkey Kong. Ce sont ces petits appareils à cristaux liquides que l'on retrouve partout dans les cours de récréation. 1983, CBS lance alors aux États-Unis la ColecoVision, avec encore pour star le désormais célèbre Donkey Kong. Malgré son triomphe, la Coleco fait une brève carrière, les premiers micro-ordinateurs sont en effet sur le point d'arriver et plus personne ne croit aux consoles. Pourtant, Nintendo lui ne baisse pas les bras et en 1987, la NES apparaît, suivie 3 ans plus tard par le Game Boy, la console préférée de la gente féminine. Depuis l'explosion en 1991, Sega et Nintendo sont les rois du marché et voilà ce qu'est devenu Donkey Kong. Quant au futur, il devrait être virtuel. Dans un premier temps, on aura un casque, éventuellement une combinaison, ça reste à voir. On peut imaginer, ça a été déjà étudié, une combinaison qui permet de retracer les mouvements et de les reproduire sur l'écran. Et puis évidemment, il faudra être connecté à un appareil qui sera sans doute un appareil multimédia de type multimédia, soit console, soit micro-ordinateur. En attendant le virtuel, 1995 sera l'année des consoles surpuissantes, avec bien sûr comme support le fameux CD-ROM. Et dire que nous n'en sommes encore qu'à la préhistoire du jeu. Pour bien comprendre l'évolution phénoménale qui s'est produite entre cette toute première console de jeu, le Pong 1976, et les consoles de jeu que vous découvrirez l'année prochaine, c'est comme si en 20 ans, vous étiez passé du phonogramme au lecteur de disques laser. Rendons-nous maintenant dans le sud-ouest, au Pays Basque, où la tradition de Noël est si joliment respectée, notamment celle de la fabrication des crèches. De véritables petites fermes de montagne sont reconstituées et animées par les personnages de la Nativité. Corinne Lalo et Sébastien Renouille se sont rendus au pied des Pyrénées pour admirer la véritable crèche basque. Bon, ciao, ça suffit. Autant, vérité. Jean-Pierre et Jean sont les deux parrains de la crèche de Saint-Étienne-de-Baïgorry. Celle-là, elle est plus verte parce qu'elle est restée à l'ombre. Chaque année à Noël, c'est tout autour de leur village qu'ils vont ramasser tous les matériaux nécessaires à la construction de la crèche. À Baïgorry, nous avons la chance d'avoir une très belle église. Et alors, on essaie de faire une crèche aussi en conséquence. Cette crèche est la reproduction exacte d'une bergerie qui existe au-dessus du village, très haut dans la montagne. Cette crèche, c'est une copie d'un caillolard. C'est un abri des bergers que l'on trouve dans la montagne. C'est tout fait main. Les tuiles ont été faites une par une. Le mur a été fabriqué par des pierres qui ont été ramassées au bord de l'eau et à la montagne. Quant aux fougères, aux mousses et autres gazons, ils ont été déposés délicatement avec un souci scrupuleux du détail. Nous voulons qu'elle soit nature. Nous ne mettons pas de sapin parce que le sapin n'est pas de chez nous. Il n'y a pas de sapin en Baïgorry. Il y a le chêne. Il y a le houx, il y a la bruyère. Fidèle à son modèle, la crèche n'a plus qu'à accueillir ses hôtes. Et voilà.
Et en cette période de fête, comment ne pas aller admirer cette rétrospective à destination des enfants, le musée de la poupée, installé dans un château près de Lyon, exactement à Marcy-l'Étoile. Une centaine de figurines y sont exposées. Jean Chubillot nous les fait découvrir. Quand Noël arrive, les enfants peuvent s'imaginer que dans les châteaux vivent des fées, des lutins ou des poupées. N'allez surtout pas leur dire le contraire, le château des poupées existe à Marcy-l'Étoile, tout près de Lyon. Tout le château leur appartient, c'est dire s'il en faut de l'énergie au petit bout de chou pour tout voir. Ici, tout est mis en scène, les lumières, les musiques, les décors. Je vous le disais, nous sommes au royaume des poupées enchantées. Porcelaine, bois, chiffon, ces poupées du 19e siècle marquent le triomphe de la France de l'époque sur leurs concurrents européens. Les enfants aiment. Ah, on aime la grise. Ils nous ont dit pourquoi. Parce que c'est des choses belles. Ceux qui sont pas anciennes, c'est moins précieux. Les parents comme les enfants curieux pourront apprendre grâce à la vidéo comment naissent les poupées loin des choux, des roses et des cigognes. De ces poupées du début du siècle, copie conforme à la réalité des adultes, aux poupées issues de la sorcellerie, il y a donc à voir plus de 350 objets d'art. Moi, je m'aperçois souvent qu'il y a des visiteurs, et notamment des visiteuses d'un certain âge, à qui ça rappelle beaucoup de choses et beaucoup de souvenirs. Comme quoi, le cœur n'a pas d'âge pour perdre la tête. Et à la fin de cette aventure, la fatigue se fait sentir. On aurait presque envie de s'endormir et de rêver. Et si vous pensez que ces poupées sont belles, ne le dites pas trop fort, elles finiraient par rougir. En Coupe du Monde de ski, Alberto Tomba est décidément le meilleur. Après avoir remporté les 2 slaloms de Lèche en Autriche, il s'est à nouveau imposé dans le géant d'Alta Badia en Italie. Depuis le début de la saison, la Bomba, c'est le surnom de l'Italien, n'a pas déçu son public. Il est très loin devant tous les autres concurrents au classement provisoire. Martin Zara. Aujourd'hui, il y a Tomba et les autres. Numéro 1 sur les skis, l'Italien est également le leader charismatique du ski mondial. Un sport conservateur dirigé par les Allemands, Autrichiens et autres Suisses alémaniques. Un monde qui manque cruellement de fantaisie. Alors, logique que Tomba détonne, lui l'homme de Bologne, l'incontestable star du sport italien. Mais derrière le personnage Tomba, il y a le sportif, un monstre de talent. Qui d'autre que lui, après une telle faute, c'était mercredi dans le slalom de Lèche, pourrait espérer remporter la course. Tomba à la limite de la rupture ne se désunit pas, mieux encore il trouve la force de se relancer. S'il joue l'étonné dans l'air d'arrivée, c'est là en fait que le personnage Tomba reprend le dessus. Il ne faut pas se méprendre, c'est plutôt le monde du ski qui prie pour conserver un tel talent. Tomba est en fait l'héritier d'Ingemar Stenmark, la folie en plus. Le Suédois, au 86 succès en Coupe du Monde, a dominé son époque, prenant en fait le relais d'un autre Italien, Gustavo Toni, une autre légende. Toni, aujourd'hui entraîneur personnel d'Alberto Tomba. Fort de ses 5 succès en début de saison, et ce malgré une côte cassée, Alberto pourrait rêver d'une Coupe du Monde, comme Toni et Stenmark. Un objectif aujourd'hui presque impossible, Tomba ne participe pas au Super G aux descentes, mais son succès hier en géant, après 2 ans d'abstinence chez lui, à Alta Badia, lui permet en revanche d'espérer un doublé au prochain championnat du monde. Ce qui lui permettrait à 28 ans de remporter enfin son premier titre mondial, et à ce moment précis, le monde du ski, juste récompense, serait à ses pieds. Et un dernier petit retour sur Noël que Vienne fête en musique comme chaque année. Le grand Placido Domingo anime une soirée exceptionnelle avec de très nombreux invités prestigieux, parmi lesquels un Français, Charles Aznavour, l'un des rares à pouvoir se produire sur toutes les scènes du monde. Bernard Gély et Jackie Cargaillan l'ont rencontré en exclusivité. Vienne sous la neige, vision d'une ville romantique en décembre, image traditionnelle d'un Noël auquel participe Charles Aznavour.
Il est l'un des deux invités de Placido Domingo, à la 3e édition de Noël à Vienne, grand rendez-vous télévisé des fêtes de fin d'année en Autriche. Accompagné de l'orchestre symphonique de la capitale, aux côtés du grand ténor espagnol et de la chanteuse norvégienne Sissel Kyrkjebø, un des monstres sacrés de la chanson française se livre à une performance inhabituelle. On sait bien que chaque chanteur est un ténor frustré. Bon, il y a les vrais ténors, il y a ceux qui sont frustrés. Alors, ça me fait plaisir, justement, d'être avec un véritable ténor, parce que j'ai l'impression que je suis un petit peu une voix qui suit cette voix-là, bien que ce ne soit pas vrai, mais j'ai le droit d'avoir cette impression. Ils sont des voix et des interprètes qu'ils sont semblables à un chanteur d'opéra parce qu'ils chantent avec tout ce que le public attend dans ces moments. À travers cette rencontre au sommet entre artistes d'horizons différents, c'est le caractère universel de la musique qui s'affirme. Un message en harmonie avec la volonté de rapprochement entre les hommes en période de Noël. Ainsi se termine ce journal. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas dans un instant la météo d'Alain Gillot-Pétré. Et puis l'homme au sans visage. Cet homme, c'est Patrick Sébastien qui prendra les traits et les voix d'une centaine de personnalités. Vers 22h40, le magazine Télévision présenté par Béatrice Schoenberg qui fête ce soir les 20 ans de TF1. Et puis aux alentours d'1h, le dernier journal. Je vous dis à demain 13h.